Hello les gens, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car une petite surprise vous attend. Sur ce, bon visionnage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo anniversaire de la chaîne. Entre mon déménagement à Paris, le commencement et la fin des mini-critiques, mon voyage à Vegas, il s'en est passé des choses cette année. J'ai l'impression que je postais la dernière vidéo d'anniversaire il y a quelques mois seulement. Pourtant, mine de rien, ça fait déjà 4 ans que j'ai posté ma première vidéo sur Elisabeth, ma comédie musicale préférée. Et pour fêter ça, on va aujourd'hui parler... Eh bien, pour une fois, pas d'Elisabeth. Vous me connaissez, je voue une véritable passion, voire presque un culte à Elisabeth. Ouais, j'ai une réelle obsession pour cette pièce. C'est pas pour rien que j'en parle chaque année. Mais, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'aime d'autres choses qu'Elisabeth. Et oui, je sais. Car si j'ai bien une autre passion dans la vie, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Alors ici, nous avons mon hôtel en l'honneur du grand, du seul et l'unique JoJo's Bizarre Adventure. Voilà. Et ici, nous avons une photo de moi en cosplay de Joseph Joestar pour votre plus grand plaisir. JoJo's Bizarre Adventure, c'est un manga datant des années 80, écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Si le manga est rapidement devenu culte au Japon, il a mis un peu de temps à s'importer chez nous au détriment de Dragon Ball et autres Ken le survivant. Parce qu'en effet, à cette époque, les mangas en occident, c'était loin d'être vraiment populaire. Et les quelques titres précurseurs ont commencé à se faire connaître et à démocratiser cette culture grâce à leur version animée, diffusée sur le Club Dorothée. La chanson des chevaliers. DBZ, Ken le survivant, les chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, Sailor Moon et j'en passe. C'est ainsi un tout nouvel univers qui s'offrait à nous au travers d'œuvres désormais considérées comme incontournables. Mais une œuvre manque au tableau. Et cette œuvre, c'est Jojo. Mais si ce manga est si culte, c'est qu'en plus il date de la même époque que tous les titres précédemment cités. Eh bien, où est Jojo, me demanderiez-vous? Eh bien, pas là. En effet, contrairement à tous ses camarades, JoJo's Bizarre Adventure n'a à l'époque pas vraiment d'adaptation en animé. Début 90, il y a bien une série d'OAV, série sur laquelle a même travaillé le célèbre Satoshi Kon, aussi étrange que cela puisse paraître, reprenant la partie 3 du manga. Série d'OAV qui bénéficiera même d'un doublage français de grande qualité. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Mais malheureusement, ça ne suffira pas à augmenter sa popularité. Déjà, pourquoi adapter en animé sa partie 3? C'est peut-être celle la plus populaire à l'époque, et à juste titre, c'est personnellement ma partie préférée. Mais ne pas commencer une histoire par son début, ça n'a aucun sens. Je vous vois les pseudo-fans de Doctor Who qui n'ont jamais vu le début de la série. Et puis en plus, en une série aussi courte, impossible de vraiment détailler l'histoire. Surtout que, comme je l'ai dit, c'était des OAV, c'est-à-dire un animé atterrissant directement sous un format physique sans jamais être diffusé à la télé. Donc ouais, à part les gens qui connaissaient déjà le manga, ce truc devait pas toucher grand monde en dehors des fans au Japon. Alors pour ce qui est du Club Dorothée, merci, mais on repassera. En 2006, une nouvelle tentative est créée par le même studio d'animation en sortant un film cette fois sur la première partie de Jojo. Enfin un peu de logique. Mais ce fameux film, après des diffusions dans les salles japonaises au moment de sa sortie, ne verra plus jamais le jour pour aujourd'hui devenir le lost media le plus prisé des fans. A ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo de Nicolas Delage, c'est une histoire à la fois folle et véritablement passionnante. Enfin, tout ça pour dire que pendant longtemps, démocratiser Jojo, c'était pas trop ça. Ce n'est qu'en 2012, avec une nouvelle adaptation en série d'animation, qui commence cette fois par le début, que Jojo commencera enfin à se faire connaître et trouver son public par chez nous. Adaptation animée qui continue encore aujourd'hui et n'en est à pas moins de 6 saisons, la 6ème étant sortie en 2021 et ne semble pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Mais pourquoi est-ce qu'un manga considéré comme culte sorti dans les années 80, à la même époque que Ken et tous les autres, a-t-il mis autant de temps à véritablement se populariser, contrairement à ses contemporains? Eh bien parce que JJBA c'est pas qu'un simple manga de baston. JoJo's Bizarre Adventure c'est en effet un manga... bizarre. Si l'histoire n'était pas forcément aussi accessible pour le grand public que DBZ, faut dire que la première partie avait quand même de gros moments de lenteur et qu'en plus de présenter une histoire assez particulière, c'est tout son concept dont on parlera en détail plus tard, qui était quand même assez spécial et audacieux, surtout pour l'époque. Mais l'étrangeté la plus frappante de Jojo, c'est son esthétique, qui même encore aujourd'hui est assez, disons, peu commune. D'abord, on a la patte graphique de l'auteur qui, même si elle va énormément évoluer au fil des années, va toujours avoir son style bien à elle, mais on a aussi les couleurs flashy, le style vestimentaire des personnages, les coupes de cheveux, et puis surtout, les JoJo poses.
Mais qu'est-ce qu'une JoJo pose? Alors, dans JoJo, il faut savoir que les personnages ne se tiennent jamais correctement. J'entends par là que ce soit quand ils se battent, quand ils marchent, ou même quand ils font quelque chose d'aussi banal que discuter, les personnages se tiennent toujours de manière bizarre et absolument pas naturelle. Et c'est comme ça tout le temps, à toutes les parties. Et ces manières super cheloues de se tenir qu'ont les personnages en permanence, les fans ont fini par appeler ça les JoJo poses. Chaque personnage va même avoir sa JoJo pose attitrée, JoJo pose que les fans prendront alors grand plaisir à reproduire en convention. On va pas se mentir, il y a quand même peu de mangas qui ont ça, et c'est pas forcément le genre de choses qui attire facilement le grand public. Savoir que l'auteur, qui s'inspire souvent très clairement de poses de mannequins de haute couture, avait précédemment travaillé dans le domaine de la mode explique déjà un grand nombre de choses, mais ne rend pas le délire moins bizarre pour autant. Ah, et en plus de ça, il est giga fan de musique occidentale, et particulièrement de rock, ce qu'il ne va pas se gêner à nous faire comprendre en nous offrant des personnages au nom de groupes, de chanteurs, ou bien même en référence à des paroles de chansons. Rien que Jojo, ça vient de Get Back des Beatles, dont la première phrase de la chanson parle d'un certain Jojo. Jojo est même le tout premier mot de la chanson. Rien que dans la première partie, niveau référence, on a Dio Brando, William Antonio Zeppeli, Robert E.O. Speedwagon, Tom Petty, Straits, et ce n'est qu'un aperçu de toutes les références qu'il y a, et rien que dans la partie 1. Il y a juste la partie 6 où là, même si on gardera toujours nos références musicales, les personnages auront des noms de marques de fringues. Parce que c'est une partie où il y a principalement des meufs, va savoir. Mais au final, quand on sait, et surtout qu'on voit que l'auteur est fan de mode, est-ce vraiment si surprenant? Enfin, tout ça pour dire que JoJo's Bizarre Adventure porte vraiment bien son nom, d'où le petit temps qu'il a mis à trouver son public, particulièrement chez nous. Mais une fois que c'était chose faite, il n'a pas fallu longtemps pour les fans occidentaux de JoJo, au départ considérés comme un truc de niche, et c'est peut-être un peu le cas, de faire entendre parler d'eux en créant de nombreux mèmes comme le fameux Arakids Forgets Moments. Un mème appuyant le fait que l'auteur est très doué pour donner des facultés particulières à ses personnages au début de l'histoire, qu'ils n'utiliseront plus jamais par la suite, comme si l'auteur lui-même avait oublié qu'il avait dit que ces personnages pouvaient faire ça. Mais surtout, on aura les très populaires Jojo Ref, affirmant que chaque chose existante dans cet univers est une référence à Jojo. Un même troll complètement second degré, certainement en réaction au fait que, effectivement, Jojo ait toujours été à l'origine d'un tas de choses qu'on a l'habitude de voir dans des œuvres plus récentes, mais que, contrairement aux œuvres plus récentes en question, les gens ne savent pas ce qu'est Jojo et considèrent ça comme un manga bizarre sans réel grand intérêt, sans se douter de l'impact que l'œuvre a eu sur la culture populaire japonaise. Ah, je me rappellerai toujours de la fois où j'étais à la Japex cosplayé en Joseph et qu'il y avait un groupe de gars devant moi qui disaient oh c'est qui ce mec avec son bandeau, il est cosplayé en indien. Mais si Jojo a mis un petit temps à s'adapter, ou plutôt les gens ont mis un petit temps à s'adapter à l'OVNI qu'est Jojo, il a aujourd'hui réellement su toucher le grand public grâce à sa fameuse adaptation animée de 2012. Une adaptation très bonne à la BO incroyable, une esthétique tout aussi flashy que celle du manga, contrairement à la version super sombre des premiers OAV qui assumait vraisemblablement pas le côté coloré du manga en tentant d'en faire une histoire dark, un moyen de rendre Jojo plus populaire j'imagine, qui n'a pas marché, et qui suit et respecte l'histoire originale sans en couper une miette. Mais on n'est pas sur une chaîne qui parle d'animé, donc je vais m'arrêter là. Les références musicales, l'esthétique délirante, les personnages qui se croient en permanence sur le catwalk d'un défilé de mode même pendant les moments les plus dramatiques, tous les éléments étaient réunis pour en faire une comédie musicale. Surtout en sachant que les comédies musicales adaptées de manga sont depuis longtemps quelque chose de beaucoup moins niche qu'on pourrait le croire, et même de très populaire au Japon. Fait dont je parle plus en détail dans ma première vidéo sur les comédies musicales de Black Butler, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Vidéo dans laquelle je fais même une vanne sur le fait qu'il y ait une comédie musicale sur Ken le Survivant, ce qui est quand même assez improbable, mais pas sur Jojo. Mais cette vidéo, je l'avais tournée en 2022, et si à cette époque il n'existait effectivement pas de comédie musicale sur JJBA, nous sommes désormais en 2024, et maintenant c'est chose faite, puisque la première comédie musicale adaptée de JoJo's Bizarre Adventure a enfin vu le jour et a été jouée au Japon en février dernier. Alors accrochez vos ceintures parce que, vous l'auriez vu dans le titre, c'est de cette adaptation dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti! C'est de la comédie musicale. JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood est une comédie musicale japonaise de 2024 durant approximativement 3 heures, adaptée de la première partie sur 9 du célèbre manga de Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure.
Elle est réalisée par Hasegawa Yasushi, écrite par Motoyashi Tsuneyasu et composée par Dovatia et Rojanua. Wait a minute. Ça fait pas très japonais comme nom ça, non? Perso, dès la première chanson de la pièce, je me suis bien demandé qui en était à l'origine, car j'ai tout de suite senti quelque chose de très familier dans la composition. Quelle n'a alors pas été ma surprise d'y découvrir Dovatia, nom qui devrait également vous dire quelque chose, puisque j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois sur cette chaîne, souvent avec Albert Cohen. Les Amants de la Bastille, Mozart l'opéra rock, Molière l'opéra urbain, tout ça. Il a aussi composé d'autres petites comédies musicales françaises comme Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, La Légende du Roi Arthur, et plus récemment 2 comédies musicales japonaises, Lupin, Le Secret de la Comtesse Cagliostro et... Salut toi! Et Jojo's Bizarre Adventure. Quant à Rod Janois, j'ai également déjà parlé de lui puisque c'est lui qui jouait Camille Desmoulins dans Les Amants de la Bastille. Mais Rod Janois n'est pas qu'un comédien, il est également compositeur puisqu'il aura composé pour bien sûr 1789, mais aussi pour Le Roi Soleil, Dracula l'amour plus fort que la mort, Mozart l'opéra rock, Tatou-moi et la symphonie aka les 2 meilleures chansons de la pièce, c'est lui, La Légende du Roi Arthur, Molière l'opéra urbain, et il a même composé des chansons entre autres pour Céline Dion et Florent Pagny. Et je vais m'arrêter là parce que faire sa discographie prendrait des plombes. Bref, vous l'auriez compris, on n'est pas sur un petit joueur. Il a également participé à la composition de Lupin et tout dernièrement de Jojo's Bizarre Adventure. Sinon, je serais pas en train de parler de lui. Il a d'ailleurs donné une interview à ce sujet sur Twitter, ou X, appelez ça comme vous voulez, Ça me bat les couilles. où il confie avoir du coup regardé la première partie de Jojo sur Netflix et s'être complètement laissé entraîner dedans, et même être actuellement en train de travailler sur un autre projet en Asie. Je vous mets le lien de l'interview complète en description, c'est vraiment très intéressant. Donc ouais, aussi fou, étonnant et bizarre que ça puisse paraître, à la composition des chansons de la comédie musicale de Jojo's Bizarre Adventure, nous avons 2 Français qui, de plus, ne sont pas n'importe qui. Personnellement, je trouve ça génial parce que, vous le savez peut-être, mais le Japon a tendance à faire des trucs exclusivement en japonais, au Japon, pour le Japon et point barre, sans jamais penser, sans même s'imaginer que l'Occident puisse s'intéresser à ce qu'ils font. Il y a qu'à voir le nombre d'années que ça leur a pris pour réaliser qu'ils n'étaient pas les seuls à aimer les mangas. Je rappelle que la France est le premier pays consommateur de mangas après eux. Alors pour ce qui est des comédies musicales, on repassera. Jamais ils vont s'imaginer qu'un petit Belge va dépenser 50 boules pour regarder une comédie musicale dans une langue qu'il comprend à moitié, en live, derrière son écran d'ordinateur à 3h du mat avec un VPN. Alors inviter des Français à composer les chansons d'une comédie musicale japonaise adaptée d'un truc aussi bizarre et japonais que Jojo's Bizarre Adventure, je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce que ça signifie. C'est le signe que, petit à petit, la porte de l'univers des comédies musicales japonaises, un univers hautement fourni et dense à un point que vous ne pourriez imaginer, s'ouvre à nous. J'avais déjà pu personnellement noter un progrès à ce niveau-là dans le fait que certains sites où sont diffusés des livestreams de comédies musicales japonaises ne requéraient plus de VPN, ni même de carte bancaire japonaise, ce qui est malheureusement encore loin d'être le cas de tous, parfois même avec un VPN connecté. Ou encore le fait que certaines comédies musicales japonaises sont parfois, dans de très rares cas, jouées en Europe, comme Your Lie in April, bon sens que je déteste cet animé, ou encore L'incroyable voyage de Chihiro, tous deux joués à Londres. Mais alors que ce soit des Français qui composent les chansons de la comédie musicale de Jojo's fucking Bizarre Adventure, je trouve ça ouf. Et mine de rien, j'en reparlerai, mais c'est pas la première fois que les occidentaux composent pour des pièces japonaises. Qui sait, peut-être qu'un jour leurs satanés DVD de musical à 100 boules auront des sous-titres. Mais bon, faut pas trop rêver non plus. En tout cas, tout ça pour dire que cela ne présage que du bon pour la suite. Mais assez de blabla et revenons-en à nos moutons. Il me faut, avant de plonger dans le bain et de commencer le résumé, vous expliquer en 2-3 mots le concept bien particulier de Jojo's Bizarre Adventure. Si Jojo est, suivant toute logique, le personnage principal de l'histoire, il y a en fait plusieurs personnages principaux qui se succéderont d'une partie à l'autre. Mais comment est-ce possible, me demanderiez-vous? Tout simplement parce qu'il y a en fait plusieurs Jojo. Jojo étant le surnom du personnage principal de sa partie, qui a toujours un prénom qui commence par le son Jo. Chaque Jojo étant à chaque fois la descendance d'un Jojo précédent. On a par exemple George Joestar Ier qui donnera naissance au héros de la partie 1, Jonathan Joestar. Son fils George deuxième du nom donnera naissance au héros de la partie 2, Joseph Joestar, dont le héros de la partie 3, Jotaro Kujo, est le petit-fils. Dans la partie 4, nous faisons la rencontre de Josuke Higashikata, fils de Joseph Joestar, mais n'étant, attention, pas le père de Jotaro, mais théoriquement une sorte de grand-oncle, même s'il est plus jeune que lui. Ouais, c'est compliqué, il pouvait pas continuer à s'en tenir au grand-père petit-fils. Dans la partie 5, on a Giorno Giovanna, qui est théoriquement le fils italien de Jonathan. Mais comment c'est possible qu'un Italien vivant en 2005 soit le fils d'un Anglais ayant
ayant vécu fin 1880. Et puis qu'est-ce qu'on fait en Italie maintenant? Comment on est passé du Japon à l'Italie? Et comment on est même arrivé au Japon? On n'était pas en Angleterre à la base. Bref, et après on a Jolene Kujo, la fille de Jotaro. Ouais, Jotaro est revenu entre temps. Il était jamais vraiment parti. Quand je disais que le manga portait bien son nom. Enfin soit, on est sur une histoire au concept à la fois plutôt audacieux et assez ingénieux, puisqu'il va ainsi toujours pouvoir se renouveler d'une partie à l'autre avec un nouveau héros, un nouvel environnement, une nouvelle histoire, de nouveaux enjeux, mais avec pourtant toujours un seul même fil conducteur, la lignée des JoJo et leur bizarre aventure qui a commencé à Londres fin 19e siècle avec les événements de la partie 1 et qui continuera encore et encore jusqu'à ce que ça parte en cacahuète. Mais nous n'en sommes pas là, alors ouvrez grand vos oreilles et laissez-moi vous raconter l'histoire de ces fameux événements. Fin 19e, Angleterre. Plus précisément, la périphérie de Londres en 1868. Un soir de pluie, lors duquel un homme du nom de Dario Brando est témoin d'un accident de la route. Étant le premier sur place et constatant que les victimes semblent être plutôt fortunées, il se précipite vers les lieux de la catastrophe. Non pas pour sauver la famille, dont de toute façon la daronne est déjà morte, mais pour voler leur objet de valeur. Sauf que, ce que notre cher Dario n'avait pas prévu, c'était que le père de famille avait également survécu. Et ce dernier, ouvrant les yeux sur cet homme en train de le dépouiller de ses biens, prêt à les laisser lui et son fils pour mort, il va tout naturellement se dire « Oh mon Dieu, vous m'avez sauvé, je vous dois la vie !» Arrête de me manger. J'aime bien les nuages. Il est trop con. Parce que, oui, vous l'auriez vu venir, la famille victime de ce terrible accident de calèche n'est autre que la famille Joestar. Et le bébé qui hurle à la mort, c'est le héros de notre histoire, Jonathan. Eh vas-y, le bébé fait trop de bruit là, balance-le dans un vin, wesh. Et son père, George, pensant que c'est grâce à ce monsieur Brando que lui et son fils ont survécu, va s'imaginer avoir une dette éternelle envers lui. Ainsi, des années plus tard, alors que Dario est aux portes de la mort, il va prendre contact avec George Joestar pour lui demander de prendre soin de son fils Dio à sa place. Et c'est là que les emmerdes commencent! Parce que notre Dio là, le nouveau bro par la force des choses de Jonathan, c'est un sacré petit couillon. Ouais, non, on peut pas dire que ce soit vraiment l'amour fou entre eux. Mais si ce n'était que ça, parce que un autre des éléments déclencheurs de notre bizarre aventure, c'est le masque de pierre. Un masque ayant appartenu à une ancienne tribu aztèque réputée pour ses sacrifices et son cannibalisme, que George et sa femme ont acheté à un musée parce qu'ils sont riches. Et que quand on est riche, on a le droit de trouver qu'un horrible masque en pierre provenant d'une ancienne civilisation mangeuse d'hommes ferait une parfaite déco d'intérieur. Ouais! Mais vous vous en doutez, si je vous parle de ce masque, c'est parce que c'est en réalité bien plus qu'un simple bout de caillou. Il se trouve que le masque de pierre a en réalité des propriétés assez particulières, pour ne pas dire hors du commun. Une information qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque Dio pourrait bien s'en servir pour encore plus pourrir la vie de Jonathan qu'il ne le faisait déjà. Sauf que les événements vont prendre une tournure bien plus folle et disproportionnée que personne, pas même Dio lui-même, n'aurait pu imaginer. Et c'est ainsi que va commencer la bizarre aventure des JoJo. Une histoire palpitante, des personnages complexes, une esthétique exubérante, un univers haut en couleurs, des compositeurs talentueux. Tous les éléments sont décidément réunis pour en faire une comédie musicale incroyable. Mais est-elle en fin de compte vraiment si incroyable que ça ? Sur le papier, ça vend du rêve, mais la comédie musicale de JoJo est-elle vraiment à la hauteur de nos attentes? Attentes qui sont, vous auriez pu le constater, relativement élevées. JoJo on Stage, c'est vraiment bien? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle review, celle de la comédie musicale JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Et pour ce faire, on ne va non pas analyser la version Sunlight Yellow, ni même la version Midnight Blue, mais une version totalement inédite. Et là, il y a des gens qui se demandent ce que je suis en train de baragouiner. J'avais parlé de ça en détail dans mon musical remix sur Elizabeth, que je vous invite également à aller voir si ce n'est pas déjà fait, mais dans pas mal de pays, et notamment le Japon, ils prennent très souvent plusieurs comédiens pour jouer les rôles principaux de leur comédie musicale, ce que j'appelle les
double cast. Jojo n'a pas échappé à la règle puisque Jonathan a été joué d'une part par Shotaro Arisawa et d'une autre part par Yuya Matsushita. Et si ce dernier vous dit quelque chose, c'est parce que j'ai en effet déjà parlé de Matsushita sur cette chaîne dans ma première vidéo sur Black Butler, puisque c'est lui qui ne jouait nul autre que Sébastien de 2008 à 2014, avant d'être remplacé par Furukawa en 2015. Quant à l'autre personnage double casté, il ne s'agit pas de Dio comme on pourrait s'y attendre, mais de Zeppeli, joué par Yoshihisa Higashiyama, ainsi que par Yusuke Hirose, qui est d'ailleurs celui qui jouait Charles Phipps dans Licorice, comme quoi la petite famille se retrouve. Ainsi, nous avons donc deux versions de la pièce sorties en DVD. La version Sunlight Yellow dans laquelle jouent Matsushita et Higashiyama, et la version Moonlight Blue dans laquelle jouent Arisawa et Hirose. Sauf que, pour pouvoir sortir cette vidéo à temps, j'ai directement analysé la version que j'ai vue en live stream pour laquelle j'avais acheté ma place à l'époque, à savoir une version dans laquelle Jonathan est joué par Matsushita et Zeppeli par Hirose, un combo donc qui n'existe sur aucun des DVD, à savoir que l'autre combo était également joué en live stream le lendemain pour la dernière représentation de la pièce. Et ça, sortir en DVD des combos casting encore différents de ceux qu'ont vu les personnes, dont moi ayant acheté une place pour voir le live stream, c'est évidemment fait exprès pour offrir aux fans des versions qu'ils n'ont encore jamais vues, et donc encore plus les tenter d'acheter les DVD. Ah ouais, et ils sont malins ces japonais. Et c'est aussi pour ça que la version qu'on va analyser aujourd'hui n'existe pas, physiquement parlant. Quoi qu'il en soit, Squalala, nous sommes partis, plongez enfin avec moi dans la comédie musicale JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. On va dans cette vidéo inévitablement parler de cette pièce en tant qu'adaptation, mais aussi et surtout en tant que comédie musicale propre. Une comédie musicale qui se doit d'exister pour ce qu'elle est, dont les mérites ne doivent pas se reposer sur l'œuvre originale et qui doit être compréhensible et appréciable pour tout un chacun. Et adapter toute une partie de JoJo's Bizarre Adventure qui, plus que de représenter un arc, représente carrément toute une histoire à part entière, ça n'est a priori pas de la tarte. Pour que vous fassiez une idée, certaines parties de JoJo durent plus de tomes que certains mangas complets. Sachant qu'on est déjà à plus de 3 heures de pièce rien que pour la partie 1 qui dure seulement 5 petits tomes, je me demande vraiment comment ils vont faire pour les parties qui en font plus de 20. Soit de faire plusieurs comédies musicales pour une seule et même partie, chaque partie pouvant être divisée en plusieurs arcs, soit, ce qui me fait très peur, rusher complètement le truc. Mais il sera temps de s'inquiéter de cela le moment venu, alors revenons-en à Phantom Blood. Plus de 3 heures pour raconter 5 tomes, ça peut sembler large, mais mine de rien, ça l'est pas tant que ça. A titre de comparaison, prenons Noah's Ark Circus, la dernière comédie musicale que j'ai analysée sur Black Butler. Celle-ci reprend les tomes 6 à 8 compris, soit 3 tomes au total du manga, et dure déjà quasiment 3 heures. Après, tout ça dépend de comment les choses sont racontées. Certains passages peuvent être coupés ou réarrangés pour rendre le tout plus digeste, mais sans que ça ne dénature l'histoire pour que tout le monde y trouve son compte. C'est tout le principe d'une bonne adaptation. Alors ne passons pas par 4 chemins et voyons voir comment Jojo s'y est pris. Comme on pouvait s'y attendre, certains passages ont vachement été réarrangés, de sorte à écourter voire même carrément jarter certaines parties de l'histoire pour ne garder que l'essentiel. Et pourtant, contrairement à ce que cela pourrait laisser penser, on n'est pas sur une pièce qui se contente d'aller droit au but, puisqu'elle décide de s'attarder et de mettre l'accent sur certains éléments sur lesquels le manga n'appuyait pas autant, voire même pas du tout. Donc t'es en train de me dire qu'ils ont enlevé plein de trucs de l'histoire originale, et à côté de ça, rajouter des nouveaux trucs? C'est pas une idée de merde? En effet, ça pourrait sembler un peu débile et pas vraiment logique, mais tout dépend de ce qui a été enlevé et de ce qui a été rajouté. Ici, la plupart des passages qui ont été retirés sont soit des trucs vraiment pas indispensables, soit des trucs franchement indispensables, dans le sens où, d'une part, ça alourdissait un peu le déroulement de l'histoire avec des longueurs inutiles, et d'une autre part, ça rajoutait des sous-intrigues suscitant autant d'intérêt qu'une quête de PNJ dans Elden Ring, soit des trucs complètement inutiles comme Poco. Je te hais, Poco, je te hais, tu sers à rien, meurs, Poco, meurs! Quant aux passages ajoutés, comme je le disais, ils sont là pour mettre l'accent sur des éléments qui n'étaient que survolés dans le manga. L'exemple le plus flagrant étant la relation entre Dio et son père. Un des grands débats de ce manga est: Dio est-il né profondément méchant? Parce que quand j'ai dit dans le résumé que Dio était un petit emmerdeur, c'était en réalité un sacré euphémisme. Vous pourriez vous imaginer les pires actions, les pires méfaits de ce monde. Soyez-en sûrs et certains, Dio les a fait. Oui, même ça. Je sais à quoi tu penses, et bien ça aussi, il l'a fait. Dio, c'est vraiment le mal incarné, la malfaisance à l'état pur à un point tellement phénoménal que beaucoup s'accordent à dire que ça fait partie de son être, peu importe ce qu'il aurait pu se passer dans sa vie. Tandis qu'une poignée d'autres affirment que s'il est comme ça, c'est à cause de son enfance difficile, qu'il a vécu avec un père malhonnête et alcoolique qui battait sa femme, ce que le manga nous dit brièvement dans les premiers chapitres de la partie 1. Mais si le manga s'en arrêtait là en nous présentant un Dio principalement rempli de haine, la pièce va bien plus s'attarder sur la complexité de cette relation survolée dans le manga et pourtant primordial.
Ainsi, elle nous offre un aperçu de son côté sensible et de sa peur de devenir comme cet homme qui l'exècre tant, notamment au travers de flashbacks apparaissant à Dio, toujours hanté par le fantôme de son père qui, malgré lui, fait toujours partie intégrante de qui il est. Sans donner l'impression de prendre un parti, ni même de trouver une justification aux actes qu'il va commettre, la pièce nous présente l'impact psychologique de cette relation, l'importance qu'elle a sur le personnage, bien plus complexe qu'il n'y paraît, et ainsi créer chez le spectateur un réel attachement pour lui. Je dirais même que, sans pour autant le légitimiser, la pièce nous fait mieux comprendre qui est Dio en nous offrant un tout nouveau point de vue sur ses différentes facettes. Ouais, pour moi, ajouter ce genre de choses au détriment d'autres certes présentes dans l'œuvre de base mais pourtant bien plus superficielles est une très bonne décision. Cela dit, le fait d'enlever ces passages qui, de base, alourdissaient un peu le scénario, a à mon sens un peu trop édulcoré l'histoire. Durant ces fameuses quêtes secondaires de PNJ qui ont été virées, on voit Dio faire des choses vraiment atroces. Quand je disais qu'il avait littéralement fait tous les trucs horribles qui soient, c'était pas pour déconner. Dio, c'est véritablement un être abominable, peut-être même l'être le plus abominable qui soit, chose qu'on ne réalise absolument pas dans la pièce, où Dio est beaucoup plus lissé, malgré les crimes qu'on le voit commettre. Et je ne remets absolument pas en cause les passages plus émotionnels le mettant en scène, qui sont tout à fait légitimes, mais ils auraient été encore plus impactants si la pièce avait osé nous montrer qui était vraiment Dio et le genre d'atrocité qu'il était capable de commettre. Après, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le Dio de la comédie musicale n'est pas tout rose non plus, mais tout cela n'est rien en comparaison de l'horreur dont il est capable et qui fait de lui l'un des pires, si pas le pire méchant de manga. Mais heureusement, la pièce a de manière générale eu d'autres très bonnes idées, comme le fait d'avoir mis Speedwagon en narrateur par exemple. Speedwagon est un fidèle ami de Jojo qui suivra toutes ses aventures en y prenant part d'une certaine manière, mais aussi beaucoup en tant que spectateur. Un spectateur qui se servira de toutes les connaissances acquises au cours de cette bizarre aventure pour améliorer le monde et perpétuer un héritage. Un héritage présent jusque dans les dernières parties. C'est pourquoi c'est tout à fait cohérent de commencer la pièce sur un Speedwagon âgé qui nous raconte ce fou récit de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Et en plus d'être cohérent scénaristiquement parlant, c'est un plus au déroulé de l'histoire pour plusieurs raisons. Déjà, c'était une très bonne idée d'avoir mis un narrateur à la base, car il nous permet de faire facilement des ellipses et donc de rendre l'histoire, déjà assez longue comme ça, plus dynamique et fluide. En plus de ça, il permet aussi de nous mettre dans le contexte de l'histoire. En effet, si la pièce est là pour raconter au spectateur la bizarre aventure de Jojo, elle est aussi là pour mettre l'accent sur son contexte historique et géopolitique. Quelque chose que, à part nous dire que ça se passe à Londres fin 19e, le manga ne faisait pas vraiment. Elle nous fait ainsi comprendre le mode de vie des citoyens de l'époque, nous raconte ces événements importants comme l'apparition de Jack l'Éventreur ou encore la révolution industrielle et toutes les nouvelles découvertes qui s'en suivront, comment cela impactera la population londonienne, etc. Événements qui auront leur importance dans l'histoire, ce qui permet tout de suite à tout à chacun une meilleure implication dans cette histoire, que le spectateur pourra alors placer dans un contexte qu'il connaît. C'est pas juste une histoire complètement folle, c'est une histoire complètement folle qui se passe dans notre monde à nous, à une période précise, dans un cadre précis. Plus qu'une histoire, c'est aussi une histoire avec un grand H que nous raconte la pièce. Une pièce où finalement, histoire et histoire ne forment plus qu'un tout. Ce qui va apporter une toute nouvelle dimension à cette aventure et d'autant plus y embarquer le spectateur. En plus de ça, sachant qu'on ne rencontre pas ce cher Speedwagon directement dans l'intrigue même, le fait de l'avoir mis comme narrateur va susciter une curiosité de plus en plus grandissante chez le spectateur. Ces airs de vieux sages derrière lesquels se cache en réalité une espèce de racaille qui semble en savoir bien plus que n'importe qui sur ce qui s'est passé, ça finit par nous faire nous demander qui il est vraiment à la fin, quel était son rôle dans tout ça, et rend sa rencontre avec Jojo encore plus excitante. Après l'avoir vu apparaître par-ci par-là pour nous faire son petit blabla pendant plus d'une heure, le voir enfin interagir avec les autres personnages et entrer au cœur de l'action est véritablement jouissif. Et c'est comme ça pour tous les personnages qui sont vraiment très bien introduits dans le scénario de manière générale. Lorsqu'un personnage apparaîtra dans l'aventure, ce ne sera jamais la première fois que le spectateur l'aura vu. Il aura toujours fait au moins une apparition auparavant, une apparition qui va entourer le personnage d'une sorte de mystère, de manière que lorsqu'il entre enfin dans le feu d'action, ça ne soit jamais anodin et suscite toujours une émotion particulière chez le spectateur. Oh, c'est le mec au chapeau chelou qui cherchait le masque de pierre. On va enfin savoir qui c'est. Oh mon dieu, ce type qui chantait d'un air menaçant un peu plus tôt, c'était donc lui. Oh, c'était donc ça, ces trucs bizarres qu'on a vus plus tôt. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là à ce moment-là. Eh, mais c'est eux dont ce personnage parlait au début de la pièce. C'est dingue ça. Ouais, si tous ces gens n'étaient pas subrepticement apparus plus tôt dans la pièce, leur introduction dans l'histoire aurait tout de suite eu moins d'effet. Perso, il y en a même certains dont, dans le manga, j'en avais pas grand chose à faire, mais là, la pièce les a tellement bien présentés, tellement bien mis en avant, leur accorde un tel crédit malgré leur statut de personnage secondaire, voire même tertiaire pour certains, que je ne peux que m'attacher à eux.
Et au final, ces personnages sont tellement bien amenés qu'ils ne sont plus si secondaires que ça. Ça rejoint aussi le fait qu'ils aient remodelé l'histoire, car en enlevant certaines quêtes secondaires de PNJ, ils ont, de fait, aussi enlevé les PNJ en question, ce qui allège l'histoire d'un trop plein de personnages, tous pas franchement super utiles, n'est-ce pas Poco? Et donne une bien meilleure importance à ceux qui restent envers lesquels les spectateurs pourront alors être bien plus impliqués. Bon, je crois qu'on a compris, le fond de la pièce, il est bon. Mais qu'en est-il de la forme? Va-t-on avoir droit à ces fameux échafaudages que les japonais aiment tant? Si la pièce a un décor récurrent avec cette sorte d'arc de cercle surélevé qui tourne au milieu du plateau et ses panneaux formant une ouverture dans le fond, les différentes scènes seront agrémentées de divers éléments de décor et accessoires afin de représenter au mieux les différents environnements et actions. On a par exemple ces très jolis murs amovibles pour représenter l'intérieur du manoir des Joestar, ces élastiques pour représenter les ondes de l'eau, ou encore cette incroyable marionnette de dog allemand grandeur nature d'un réalisme fou pour représenter Danny, le chien de Jonathan. Bon, après on a des trucs qui me rendent un peu plus dubitatif, comme ce truc noir qui est censé représenter un arbre, je suis désolé mais c'est très laid. Ou encore ces espèces d'immenses statues, juste pourquoi ? Ça n'a rien à faire là. Bon, après on a aussi le masque de pierre qui, s'il est plutôt bien fait en lui-même, a des crochets assez grossiers, mais bon, c'est pour qu'il puisse s'étirer à certains moments et on va pas trop chipoter sur ce genre de détails. Donc ouais, globalement on a un bon plateau et des bons décors. Mais ce qui va surtout faire fonctionner le tout, c'est leur utilisation. Parce que ce qui rend la pièce si agréable à regarder, en plus de leur esthétisme, c'est la manière dont tout ça bouge. Je veux dire, littéralement. Le plateau a une dynamique de ouf, il est toujours en mouvement, que ce soit grâce à ses décors ou à ses danseurs. Ce qui nous offre une pièce aux compositions variées, toujours à la fois très équilibrée, en total accord avec ce qu'il se passe, et qui passe de l'une à l'autre avec une fluidité hallucinante. Et si tout ça est très joli, c'est pas là juste pour faire joli. La mise en scène a une réelle signification, comme ces tables qui tournent par exemple. On peut voir celle de Dio qui va tout à son aise tandis que celui-ci mange calmement et posément, alors que juste en face, celle de Jonathan qui se goinfre comme pas possible enchaîne les tours sur elle-même. Ou encore ce passage où Dio, une énième fois hanté par le fantôme de son père, voit le lit de celui-ci directement sortir de sous le lit de George, signifiant que les événements qui se sont passés entre lui et son père biologique sont en train de se répéter avec son père adoptif. Et en plus de tout ça, on sent une réelle volonté de reproduire sur scène les différents effets du manga, que ce soit Speedwagon qui attaque avec son chapeau ou Dio qui marche sur les murs. Wow, cette phrase hors contexte, Speedwagon qui attaque avec son chapeau et Dio qui marche sur les murs, normal. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, certains effets marchent mieux que d'autres, mais au moins l'effort est là. Bon, après, je vais pas mentir, l'effort, il est pas là tout le temps, parce qu'il y a quand même un passage super important en plus, où en termes d'effets scéniques, ça va pas du tout. C'est compliqué de le décrire en détail sans spoiler, mais laissez-moi vous l'expliquer au mieux. En gros, on a Dio qui apparaît à Jojo dans un état, disons, particulier, mais pour signifier ça, plutôt que de jouer avec ses vêtements, son maquillage, des accessoires, que sais-je, ils ont juste fait un peu lumière sur lui de manière pas du tout précise et l'effet recherché n'est absolument pas présent. La preuve, vous voyez ces images ? Est-ce que vous comprenez ce que Dio a de spécial? À part bien sûr son manteau vert qui est de toute beauté. Est-ce que vous êtes spoilé? C'est simple, si t'as pas lu Jojo, tu comprends rien tellement c'est mal fait. Même moi qui ai vu et lu Jojo plusieurs fois, je me suis posé des questions en voyant ça. Sérieusement, même si c'est un truc a priori pas évident à représenter sur scène, il aurait pu être signifié bien plus efficacement et de 1000 autres façons. En lui ajoutant des accessoires, en le maquillant ou même en changeant son vêtement. Mais là, ce jeu de lumière, il sert vraiment à rien. D'autant plus qu'à un moment, je crois qu'ils ont juste abandonné parce qu'il est même plus présent. Et oui, fan de Jojo, là, sur ce plan-là, Dio est censé... Vous savez quoi? On est d'accord, c'est de la merde. Genre, ce plan-là, vous voyez rien de particulier? Eh ben c'est ça le problème. C'est un plan giga emblématique de Jojo et là on a quoi? Jonathan qui fait un câlin à Dio? Et non, c'est absolument pas ce qui est censé se passer. Non mais vraiment, je ne comprends pas. Toute la mise en scène est ouf, ils ont mis les moyens et puis à la fin on a ça. Vous vous dites que j'exagère, qu'il n'y a rien, mais rendez-vous compte, là, le simple fait de voir une milliseconde de ce passage, même hors contexte, est censé être un énorme spoil. Or, je crois que personne ici n'a vraiment l'impression d'être spoilé. C'est bien simple, si tu n'entends pas les personnages te l'expliquer clairement, tu ne comprends rien. Et encore, même en les entendant expliquer le truc en question qui est censé être une évidence au premier coup d'œil, on se demande si on a vraiment compris ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'il est en train de se passer, tellement absolument rien n'indique un truc qui est censé être aussi flagrant que ça. Bon, on passe aux chansons.
Ce qui est bien avec les chansons de Jojo, c'est que là on pourrait s'attendre à avoir une flopée de chansons de gros bourrins toutes plus épiques les unes que les autres, on a au contraire des chansons très diversifiées. Chaque personnage a vraiment son type de mélodie qui lui correspond. Quelque chose de plus rock et sombre pour Dio, de plus ardent pour Jonathan, de plus jazzy pour Zeppeli, ou encore du rap pour Speedwagon. Oui, mesdames et messieurs, Speedwagon, rap. Non mais à un moment, que demande le peuple ? Et chacune de ces chansons va vraiment à fond dans son domaine. Par exemple, quand c'est triste, c'est pas juste un peu déprimant, c'est vraiment giga triste sa mère. La mélodie, les paroles, la justesse des chanteurs, tout est pas fait pour que tu plaignes le personnage, tout est fait pour que tu chiales tes morts. Pareil, quand c'est épique, c'est pas juste épique, ça te donne de tels frissons quand on est à deux doigts de la jouissance. Quand c'est fun, c'est pas juste fun, ça te donne envie de complètement lâcher ce que t'es en train de faire pour te mettre à danser et chanter. Ouais, c'était compliqué l'écriture de cette vidéo. Quand c'est niais, c'est pas juste niais, c'est vraiment gnangnan à un point affligeant. Mais écoutez-moi ça 2 minutes. Erina Tsukune, Moka Tsukune, Moka Yona maman. Harry Monsieur Et toutes ces chansons, tellement bien faites que ce soit dans leur composition, leur écriture ou leur interprétation, te font t'attacher et t'intéresser à des trucs qui nous venaient même pas à l'esprit dans l'histoire originale. Rien que les chansons de mise en contexte, on a un cœur de citoyen mêlé au rap de Speedwagon qui vient te chanter avec une telle passion et une telle fougue le monde dans lequel ils vivent, au travers d'une mélodie et d'un rythme épique. Si c'est comme ça qu'il faut un truc aussi bateau que nous mettre dans le contexte de la pièce, forcément qu'on va être à fond dans ce qui se passe. Parce que ouais, je l'avais pas précisé dans le point mise en scène, mais toutes les mises en contexte historique sont des passages chorégraphiés et chantés, souvent en crescendo, commençant calmement, de manière presque un peu mystérieuse, pour finir en véritable apothéose musicale. C'est clair qu'on aurait d'un coup beaucoup moins été dedans dans le cas contraire. Et ce qui va aussi aider à développer l'intérêt du spectateur pour l'histoire, c'est renforcer son attachement pour chacun des personnages qui y prennent place, grâce à des chansons qui offrent tout un panel d'émotions à ces personnages. Même Dio, notre psychopathe préféré, peut avoir des chansons vraiment émouvantes. On a aussi une chanson que chante Erina. Non, pas celle-là. Une chanson que chante Erina après que Jonathan l'ait mise à l'écart pour qu'il aille combattre Dio. Si dans le manga son inquiétude est un peu éclipsée, ici elle nous raconte qu'elle ne pourra rien faire d'autre que rester là à attendre que Jojo revienne, impuissante, si tant est qu'il revienne un jour. Et à quel point cette terrible et immuable situation est déchirante pour elle. Ça nous met véritablement de son point de vue de la situation, point de vue qui n'avait jamais été abordé jusqu'alors et dont personne ne s'était jamais vraiment soucié. Mais quand on l'entend chanter son désespoir avec une telle force sur une mélodie aussi belle que puissante, on ne peut pas être insensible à sa situation, ce qui nous fait d'autant plus apprécier Erina. Ou bien, pour donner un dernier exemple, un passage durant la jeunesse de Jonathan après que Dio lui ait, entre guillemets, volé ses potes et qu'il se retrouve tout seul. Si dans le manga on était un peu chagriné pour lui, là, dans cette chanson effroyablement triste dans laquelle il se confie à Danis sur la solitude qu'il peut ressentir, que ce soit vis-à-vis de son père qui lui fait tout le temps des reproches, surtout depuis l'arrivée de Dio, de sa mère qu'il n'a jamais connue et maintenant de ses amis qui l'ont tous laissé tomber, on ne peut que réaliser à quel point la situation dans laquelle il est peut faire mal. Et à nous aussi, ça nous fait mal. Je l'ai déjà mentionné dans le point mise en scène, mais cette pièce donne vraiment du crédit à tout le monde. Aucun personnage ne passe à la trappe. Même Dario, qui meurt relativement au début de l'histoire, aura ses heures de gloire, puisque, comme je l'ai déjà dit, il reviendra tout au long de l'histoire régulièrement hanter Dio. Mais ta gueule!
Nous créons par la même occasion un magnifique running gag plus rigolo pour certains que pour d'autres. Et malgré leur diversité, les chansons suivent toujours un seul et même fil conducteur, fait présent autant dans leur composition que dans leur écriture. Pour ce qui est de l'écriture, comme pour Elisabeth avec le fait de danser qui revient tout au long de la pièce pour signifier la liberté de Sissi, on a ici aussi plusieurs concepts qui reviennent comme un fil rouge tout au long de l'histoire, comme celui de, dans les moments difficiles, choisir de regarder la boue à nos pieds ou bien les étoiles dans le ciel, avoir le mauvais côté des choses ou bien le bon. Phrase qui reviendra souvent telle quelle dans la comédie musicale, mais qui fait aussi lien avec le fait qu'on entendra de manière générale beaucoup parler de boue du côté de Dio et à l'inverse d'étoiles du côté de Jonathan. Un détail qui, quand on connaît sa signification, n'est pas là par hasard. Ou alors on a aussi cette phrase de Jonathan, tout est lié, tout a un sens, car d'après lui, rien n'arrive par hasard, chose qu'il répétera plusieurs fois dans la pièce. Oui, voilà, c'est bon, tu tiens tes convictions, on a compris, c'est bien Jonathan. Les textes des chansons sont tellement bien pensés de manière générale qu'on ira même mettre Jojo et Dio en argumentation l'un contre l'autre comme lorsqu'ils étaient enfants alors qu'on est dans un moment super tendu. Je veux dire, les gars, c'est pas le moment là. En tout cas, ça représente parfaitement la relation que les deux personnages, finalement, garderont du début à la fin. Non mais, plus sérieusement, je savais pas où le caler, mais fallait que je le dise, cette chanson finale de l'acte 1 est juste parfaite. Le texte qui retranscrit à la perfection les relations des deux personnages, les chœurs qui se font de plus en plus intenses et dramatiques, la mélodie qui se fait de plus en plus oppressante, bref, vraiment, elle est dingue, j'ai rien à dire. C'est dans des moments comme ça où je suis déçu de pas pouvoir vous la faire écouter parce que sinon je me mange un copyright à coup sûr, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est bonne quoi. Bon, allez, juste pour vous. Hop, c'est fini. Dans la composition, on retrouvera régulièrement certaines mélodies plusieurs fois dans la pièce, que ce soit en guise de prélude à un événement, comme lors de ce passage où on peut entendre Dio chantonner l'air de sa chanson la plus emblématique. Dio, tu fais quoi là? Wow. Qui viendra un peu plus tard dans l'histoire. Le passage où il le chante vite fait étant celui où il fonde les bases de son plan machiavélique, sans que le spectateur ne sache vraiment ce dont il s'agit, et celui où il la chante véritablement un peu plus tard étant le moment où il met le dit plan à exécution. Malinx le lynx. Ou bien alors, au contraire, en guise de rappel à une chanson déjà connue du spectateur, comme lorsqu'on entend Dio, oui, encore et toujours lui, qui s'était pourtant juré de ne jamais ressembler à son père, appeler Jojo sur le même ton qu'emploie Dario pour l'appeler lui. Et des exemples comme ça, j'en ai d'autres. Comme Zeppeli qui, peu après sa première apparition, alors qu'on ne sait pas encore vraiment qui il est, commence une chanson aux paroles relativement mystérieuses sans vraiment aller au bout, pour que, bien plus tard dans la pièce, il reprenne sa chanson qui nous révèle alors son histoire et sa relation avec le masque de pierre. Et puis aussi et surtout, la chanson lors de laquelle Dio utilise pour la première fois sciemment le masque de pierre. Une action qui marquera le véritable tournant de Phantom Blood et même de toute la saga JoJo's Bizarre Adventure. Une chanson dont le poids culminant est la phrase la plus emblématique de toute la partie 1 et peut-être même de tout JoJo. Donc pour le fanservice ça fait plaisir, mais ce qu'il faut aussi savoir avec cette chanson, c'est qu'elle reprend l'air de la toute première chanson de Dio. Et le fait que la première chanson qu'on entend Dio chanter dans la pièce ait la même mélodie que la chanson qui raconte cet événement n'est clairement pas là par hasard. Je crois qu'on peut dire que effectivement tout est lié, tout a un sens. Ah, les costumes. Quand on pense à JoJo's Bizarre Adventure, l'une des choses auxquelles on pense toujours en premier, c'est l'extravagance du design de ces personnages et leur tenue sans queue ni tête aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, on a des costumes plutôt fidèles aux tenues du manga, mais qui, sans pour autant être exactement pareils que celles-ci, ont leur petite valeur ajoutée qui colle bien avec l'univers et le style des personnages. On a même quelques accessoires emblématiques qui sont repris tels quels, comme la magnifique cape à plumes de Dio ou encore le fameux chapeau à carreaux de Zeppeli. Et en plus de ça, ils sont vraiment très beaux. Quand on y fait attention, on peut voir les jeux de texture entre les différents tissus utilisés, qui ont eux-mêmes l'air d'une grande qualité. Non, franchement, y a pas à dire, leurs vêtements sont canons. Alors bien sûr, pour le coup, on n'est absolument pas dans l'historiquement correct, mais on est dans JoJo. Et s'il y a bien un élément dont Araki n'en a absolument rien à faire, c'est la crédibilité du style vestimentaire des persos. Je veux dire, là, on est censé être en 2011. Est-ce qu'en 2011, on s'habillait comme ça ? Bon, peut-être en fait. Ouais, les costumes sont relativement originaux, mais... où est l'extravagance ?
Vous me direz que si, en effet, dans les différentes parties de JoJo, les personnages ont en permanence l'air de sortir d'un défilé de la Fashion Week, dans la partie 1, même si les personnages avaient déjà chacun leur style bien à eux, ça commençait plutôt sobrement, du moins au début. En effet, dans la première partie de Phantom Blood, les personnages sont plutôt calmes dans leur tenue, mais à partir du moment où ça se fait vraiment sur la gueule, ça devient vite n'importe quoi. Un n'importe quoi que, pour le coup, on retrouve pas du tout dans la pièce. Mais bon, là, ce n'est que le début. J'ai si hâte de voir comment les personnages seront habillés à l'acte 2. Dio a un manteau vert. Et Jonathan il est habillé pareil. Non, autant pour moi, il a enlevé sa veste et changé de chemise. Non mais, sérieux. Où sont passées leurs incroyables tenues qu'ils ont pendant toute la seconde partie de l'histoire? Je veux dire, les tenues cheloues, c'est l'emblème de JoJo. Et là, on est dans un contexte de comédie musicale. On est dans un contexte où les tenues doivent péter. C'était le moment de vous faire plaisir, là, les gars. Et là, rien. Nada. En plus de 3 heures de pièce, les seuls changements de costume qu'on a entre la première et la seconde partie, c'est Dio qui a mis un manteau vert, Jojo qui a changé de chemise et Erina qui a changé de robe. Bon, d'accord, là elle ressemble à une meringue sur pâte, mais Erina a un meilleur changement de costume que Jojo et Dio. Non mais on est où là? Bon, même si je regrette un peu la complexité du genre de tenue que porte Dio dans le manga, au moins son manteau vert est quand même relativement fabulous. Mais pour Jonathan, je suis désolé, c'est un peu décevant quoi. Tout te bat en chemise déjà, il est passé où ton crop top? Ils sont passés où tes bijoux? Ouais, pour le coup, je trouve que la pièce a vraiment manqué l'opportunité de nous en mettre plein la vue. Mais bon, c'est pas le pire. Le pire, ce sont les designs de Bruford et Tarkus. Je n'en dirai pas trop sur eux pour ne pas spoiler, mais Bruford et Tarkus sont deux personnages au service de Dio et à part ce dernier, je crois qu'on peut dire qu'ils sont les ennemis principaux de la partie 1. Et si dans le manga, leur apparence ressemble à ça, ici, dans la comédie musicale, on part plutôt sur un truc comme ça. Ouais, on est d'accord, c'est absolument immonde. Mais qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête? Pourquoi ne pas leur avoir fait des tenues dans le style de leur tenue originale? Attention, je ne suis jamais contre le changement, aussi drastique soit-il, du moment qu'il est justifié et qualitatif. Mais là, pour le qualitatif, on repassera, parce que je suis désolé, mais ces combinaisons-là, c'est incroyablement moche. Et pour ce qui est de la justification, on pourrait expliquer ces designs, disons, particuliers, par le fait que c'est ainsi que la pièce a décidé de représenter les sbires de Dio et que, étant les plus forts, Bruford et Tarkus représentent un peu les chefs. Mais je suis désolé, il y avait mille et une autres manières de faire ce clin d'œil tout en leur donnant des tenues dignes de ce nom, parce que là, vraiment, c'est ni fait ni à faire. Surtout que bon, ce sont quand même des personnages importants. Et là, ils se fondent plus dans la masse qu'autre chose. Je disais que la pièce se préoccupait de chacun de ces personnages. Ouais, ben pour le coup, on peut dire qu'il y a eu un sacré favoritisme. Déjà qu'on a écourté comme jaja leur combat qui, on va pas se mentir, devenait un peu long et chiant à certains moments. Mais en plus, on leur donne des tenues qui ressemblent à ça. Oh, on les a pas respectées là. Je commence vraiment à me demander ce qui s'est passé à cet acte 2 parce que entre les décors de moins en moins détaillés, voire même inexistants, la mise en scène parfois incompréhensible, Jonathan qui se bat en chemise et maintenant ça... Mais où va-t-on? Où va-t-on? Je vous le demande. Je ne vois qu'une explication à tout ça, une restriction budgétaire. Faire une pièce comme ça, même si elle est produite par une grosse compagnie, c'est pas donné mine de rien. Et à mon avis, ils avaient tout donné sur le reste au détriment d'autres éléments. Ils ont dû se dire, bon, on fait un beau truc par personnage principal et le reste, osef. Parce que le fait que Jonathan, le Jojo, n'ait qu'un seul véritable outfit, que celui de Dio se limite à un manteau et que Bruford et Tarkus ressemblent à des sacs poubelles en camping, ne me faites pas croire que c'est un choix artistique. Pour le coup, ce manque de budget se ressent quand même assez fortement et je trouve ça vraiment dommage. Soit. Avant de terminer ce dernier point, j'aimerais quand même faire quelques mentions spéciales. L'une pour le masque de Speedwagon vieux qui est vraiment très bien fait, et la seconde pour ses combinaisons d'ondes. Alors ouais, je vous explique. En gros, t'as un pouvoir dans Jojo qui s'appelle l'onde et c'est littéralement des ondes. Et du coup, ces gens-là, ce sont les ondes. Tu jouais quoi dans Jojo ? Moi je jouais l'onde. Je suis désolé mais le fait que les ondes soient représentées par des gens en combinaison mauve, je trouve ça vraiment extrêmement drôle. Et le pire c'est que ça marche hein, ça marche très bien. Si j'ai brièvement mentionné les performances vocales des comédiens dans le point chanson, il faut aussi savoir que tout le monde jouait incroyablement bien. Bien sûr, je sais, c'est le minimum syndical requis, n'est-ce pas? Mais là, leur implication dans leur rôle était vraiment bluffante. Rien que ce passage où Zeppeli fait le zouave devant Jojo d'une manière qui a l'air totalement improvisée.
Pas à un seul moment Matsushita ne sort ne serait-ce qu'un tout petit peu de son personnage, là où d'autres n'auraient peut-être pas aussi bien résisté. Bien, je pourrais aussi parler de Wang Shen, qui paye pas une mine comme ça mais qui, punaise, bouge son corps comme un dieu avec un contrôle et une précision de malade, j'ai jamais vu ça. Vraiment, l'énergie des comédiens était folle et pas un seul n'était en dessous des autres tout du long. Oui, ils nous en ont tous vraiment mis plein la vue, mais il y en a quand même deux en particulier qui ont absolument dead ça. Le premier, Hiromu Kudo, le marionnettiste de Danny qui fait vraiment un travail formidable avec cet immense chien. Je disais que la marionnette du chien de Jonathan faisait plus vrai que nature, mais si c'est le cas, c'est avant toute chose grâce à lui. Il donne véritablement vie à ce chien tant il le fait bouger en permanence avec un réalisme fou jusque dans les moindres détails avec un naturel hallucinant. J'ai été franchement bluffé, alors pour ça, chapeau bas. Quant à l'autre personne, il s'agit de Dio, incarné par Mamoru Miyano. Certains d'entre vous fans d'anime le connaissent probablement, puisque c'est lui qui double en version originale Light Yagami dans Death Note, mais aussi Joker dans Black Butler. Tiens, justement, Zero Kiryu dans Vampire Knight, Shutsukiyama dans Tokyo Ghoul, Kuroro dans Hunter x Hunter, Matsuoka dans Free, Nagai dans Ajin, Peter Parker dans les nouveaux Spider-Man, dans Kingdom Hearts, Tamaki dans Uranice dans Letter, Rintaro dans FMA, Kida dans Durarara, et des tas d'autres. Et bien ce mec, toutes ses voix, c'est lui qui joue Dio dans la comédie musicale de Jojo. Et quel Dio! Doubleur et comédien, même si ce sont deux arts qui se rejoignent fortement, bah ça reste quand même deux arts à part entière et l'un n'est pas par définition formé pour l'autre. Mais là, en ce qui concerne Mamoru, non seulement il joue bien, plus que bien, mais il était véritablement né pour ce rôle. Pour le coup, je crois pouvoir affirmer que personne n'aurait mieux pu incarner Dio que lui. Quand il est sur scène, son jeu d'acteur, ses mimiques, ses gestes, sa manière de marcher, absolument tout respire Dio. Ça ne devait pas être évident de tout à coup devoir incarner un personnage aussi emblématique que lui, mais pour le coup, les fans l'ont immédiatement adopté et à très juste titre. Et maintenant, en bonus, les différentes faces cachées de Dio, interprétées par Mamoru Miyano. Dio qui encourage chaque personne qui passe devant lui. Dio qui se cache dans sa cape. Dio qui... Mais où est-il? Ah, le voilà. Dio qui caresse le chien. Dio qui fait tourner Zeppeli dans les airs. Dio qui fait l'avion. Et enfin, Dio qui fait le vampire. Je vais pas vous mentir, la partie 1 de Jojo est loin d'être la préférée des fans. Pour être tout à fait honnête, c'est même celle que les fans aiment le moins, justement à cause de tous ces moments de longueur dont j'ai parlé. Et c'est pourtant, et de loin, la partie la plus courte. Même moi, j'ai failli décrocher à un moment quand j'ai découvert l'anime de 2012, à l'époque où seules les 3 premières saisons étaient sorties. Ah là là, mais à côté de quoi serais-je passé si je n'avais pas tenu bon et que j'avais arrêté? Et pourtant, même si elle n'est pas parfaite, la pièce a non seulement su faire tenir toute l'histoire en 3 heures, mais en plus de ça, elle a réussi à donner un second souffle, à dynamiser cette première partie qui était à la base loin d'embarquer tout le monde dans sa bizarre aventure. Et même si j'aurais aimé qu'elle aille un peu plus loin dans l'extravagance si propre à Jojo de manière générale, c'était pour moi une vraie redécouverte de Phantom Blood et de ses personnages. Et je trouve que la comédie musicale en fait une bonne adaptation et même, bien qu'imparfaite, une très bonne comédie musicale en tant que telle, appréciable autant par les fans de la série que par les novices. On a là un musical qui nous offre une histoire claire et cohérente, aussi émouvante qu'haletante, avec une mise en scène ingénieuse et dynamique, des chansons toutes plus marquantes les unes que les autres, des costumes pour la plupart très beaux et des comédiens ouf. Alors, que demander de mieux ? Bon, en vrai, beaucoup de choses, mais gâchez pas ma conclusion. On sent que c'est une pièce qui a été faite avec passion et qu'ils n'ont qu'une seule hâte, nous embarquer dans la suite de cette bizarre aventure. La preuve est qu'ils ont commencé avec la partie 1. Vous me direz, par quelle autre partie aurais-tu voulu qu'ils commencent? Et moi je dis qu'ils auraient très bien pu jouer la partie 4. Ah non mais c'est pas du sarcasme, hein. Je l'ai pas précisé dans mon intro, mais Jojo n'a pas été adapté qu'en animé. Ça a aussi été adapté en film live, en série drama, possède des OAV bonus, et ils sont tous des adaptations de la partie 4. Ah non mais je déconne pas, probablement parce que c'est la partie qui se passe au Japon et que du coup on est fort dans la culture japonaise, mais c'est bien simple, les japonais adorent la partie 4, c'est abusé. Dès qu'ils font un truc sur Jojo, c'est sur la partie 4. Alors ajoutez à ça le fait que le personnage préféré de l'auteur, qui est un peu son avatar dans l'univers de Jojo, est un personnage de la partie 4, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pourquoi je dis que s'ils avaient voulu faire une comédie musicale de Jojo sans but spécial d'adapter toute la série mais plus de faire un one shot pour le kiff, ça aurait très probablement été cette satanée partie 4. Ou peut-être pas, qui sait, mais en tout cas, certainement pas Phantom Blood. C'est pourquoi, pour moi, le fait qu'ils aient bel et bien adapté cette première partie, qui est la base de tout JoJo's Bizarre Adventure, plus les petites références disséminées au travers de la pièce, c'est la preuve ultime que le meilleur reste à venir. Et quand je vois l'investissement et le budget qui a été fourni pour nous offrir une première pièce de cette qualité, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'ils vont nous offrir par la suite. Et sur ce, je terminerai mon analyse avec Matsushita qui tape la JoJo pose de Jonathan, parce que ce genre de choses, c'est quand même important.
Et nous voilà déjà arrivés à la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. En ce qui me concerne, j'avais énormément hâte de la sortir, même si elle m'a demandé beaucoup de temps et d'investissement. Car même si analyser, prendre des notes, enregistrer, monter, etc. c'est long, il y a un autre truc extrêmement long que j'ai dû faire en amont avant même de vraiment me pencher sur l'analyse, la sous-titrer. En effet, les sous-titres français que vous avez pu voir dans cette vidéo ont été intégralement réalisés par mes soins. Et sous-titrer une pièce de plus de 3 heures, bon Dieu que c'est long, vous avez pas idée, surtout dans une langue que je comprends un peu mais que je suis encore loin de maîtriser parfaitement. Et à ce sujet, je vous avais parlé d'une petite surprise au début de la vidéo. Au début, quand j'ai commencé à faire mes sous-titres, c'était juste pour moi, pour mon analyse et pour pouvoir la regarder avec mes potes qui comprennent pas forcément le japonais. Et puis je me suis dit, autant de travail et d'investissement, ce serait vraiment dommage qu'au final ça ne fasse profiter que moi. Alors j'ai réfléchi et j'ai pris la décision que, viewers, j'allais vous partager mes sous-titres pour que vous aussi, vous puissiez profiter de JoJo. Mais attention, sous certaines conditions. La première étant la preuve que vous détenez légalement la pièce. Car, vous me connaissez, je n'encourage absolument pas le piratage de comédie musicale, car c'est un art qui se respecte. Et je sais que les DVD, surtout ceux des pièces japonaises, coûtent cher, spécialement si, en plus de ça, on n'a même pas droit à des sous-titres dans une langue qu'on comprend, et que tout ça, ça encourage pas forcément à regarder des comédies musicales, mais cette fois, j'ai envie que les choses soient différentes. Alors si vous possédez déjà la pièce, ou si ça vous motive justement à acheter le DVD, peu importe la version, n'hésitez pas à me contacter en MP sur un de mes réseaux sociaux. Tous en description. Genre vous m'envoyez une photo de votre pseudo écrit sur un papier et l'un des DVD dans votre main par exemple. En échange, je vous fournirai mes sous-titres et le MP4 de ma version, étant donné que, comme je l'ai expliqué, la version que j'ai sous-titrée ne correspond à aucun des DVD. Quant à l'autre condition, et pour ça je ne peux qu'avoir votre parole, c'est que vous respectiez mon travail et que vous ne la partagez nulle part. D'ailleurs, je sais pas encore trop comment je vais faire au moment où j'enregistre, mais je crois que je vais mettre la vidéo disponible sur un site accessible avec un mot de passe ou un truc comme ça pour que tout soit safe. Je sais pas encore trop, je verrai. Je vous tiendrai au courant sur Twitter de toute façon. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment très heureux d'avoir pu vous présenter cette vidéo. Pour le coup, j'ai vraiment tout donné, alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu, me donner votre avis en commentaire et surtout à la partager. C'est vraiment le genre de petites choses qui soutiennent énormément la chaîne, alors merci d'avance à tous ceux qui le feront, ça compte énormément. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.